Merci Loïc. Tu souhaitais maintenant revenir sur une des dernières allocutions de Macron, encore une. Celle-ci concernait, comme l'a dit le président, une nouvelle méthode de gouvernement. Voilà, on attend de savoir qu'est-ce que tu penses justement de cette nouvelle manière de faire de la Macronie. Comme d'habitude, on fait du neuf avec du vieux chez Macron, mais il semblerait, et c'est la raison pour laquelle il me semble important aujourd'hui d'y revenir, il semblerait malgré tout que certaines personnes soient encore dupes. Alors j'ose imaginer qu'elles sont minoritaires, mais certains ne manquaient pas de dire il faut lui laisser une chance, on peut pas se permettre de juger par avance. Bref, on avait déjà eu ce discours-là avec Elisabeth Borne, j'en avais parlé dans un entretien d'actu, je crois, en juin, sur le fait qu'effectivement, il fallait pas la juger avant ses actes, etc. Bon, bref. Donc là, en gros, vous avez quelqu'un qui vous la met à l'envers, pour parler poliment, depuis 5 ans, et qu'il faudrait croire sur parole parce qu'il nous apporte la démocratie sur un plateau. Bon, on va essayer d'y revenir. Entre-temps quand même, enfin entre-temps, parce que derrière le beau discours démocratique d'Emmanuel Macron, le beau discours bien flatteur et manipulateur en réalité, là on assiste très clairement à la mise en place effectivement d'une tutelle énergétique, puisque il a été dit là très récemment que Enedis et d'autres fournisseurs d'accès à l'électricité, du fait de la dite sobriété énergétique dont on a déjà eu l'occasion de parler dans ces vidéos, pourraient être amenés, sans l'accord et sans en informer les occupants des logements, à couper l'électricité à raison d'au moins 2 heures, de 2 ou 4 heures, je crois, par jour. Et là, je voudrais revenir sur un élément important, encore une fois, qui paraît hors contexte dans un premier temps, mais qui, au contraire, est tout à fait décisif. C'est sur le compteur Linky. Quand, et à titre individuel, j'ai lutté contre le compteur Linky, on s'est d'ailleurs battu avec ma femme pour ne pas avoir de compteur Linky dans le logement où nous étions en location. Malheureusement, aujourd'hui, on se retrouve dans un logement où il y a un compteur Linky, mais on s'est battu longuement, et pas pour nous, pour qu'il n'y ait pas de compteur Linky. Et ça a toujours été détourné. On l'a toujours fait pour des raisons bien précises, qui étaient de surveillance de la consommation, de surveillance des ménages. D'ailleurs, très drôle quand Enedis vous dit oui, mais maintenant, grâce au compteur Linky, vous pouvez savoir quoi de votre télé, votre réfrigérateur ou vos ampoules consomment le plus. Merci. C'est vrai qu'avant le compteur Linky, on s'en doutait pas du tout. Bref. Bref, on luttait contre la surveillance de masse, en réalité. Hein. Rappelons-nous quand même que à la fin des années 60, quand on a mis en place les politiques qui consistaient au recensement de la population, il y avait eu des manifestations conséquentes. Les gens considéraient que le recensement de la population déjà était une entrave à leur liberté et un moyen de conditionnement social, etc. Aujourd'hui, ça nous paraît tellement aller de soi, et vous voyez où on en est en réalité. On va vous couper l'électricité, ni une ni deux. Hein, l'idée, c'était de vous dire, oh, bah, quand même, on va pas vous couper l'électricité à partir du moment où vous payez. Mais aujourd'hui, vous pourrez non seulement payer, non seulement vous devrez payer, mais en plus de ça, on va quand même vous couper l'électricité au nom du bel écologisme réactionnaire dont j'ai tant parlé et dont je continuerai à parler. Et pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que quand on luttait justement contre cette surveillance de masse à cause du Linky, tout de suite, les interlocuteurs différents qu'on a pu avoir, et de manière générale, quand je ne parle pas uniquement pour moi-même, mais tous ceux qui luttaient contre la surveillance de masse, contre le Linky, eh bien on leur rétorquait que c'était des complotistes, que c'était un mirage de croire que c'était un problème avec les ondes, que la box Wi-Fi envoyait davantage d'ondes, etc. Oui, bien sûr, c'est pas le problème en fait. Ça n'a jamais été le problème, mais vous voyez comment, encore une fois, d'une problématique profondément politique, on a fait croire d'abord qu'elle était une problématique énergétique, que c'était le progrès, que ça allait de soi, donc qu'il fallait l'accepter, mais surtout que ceux qui osaient remettre ça en cause, eh bien, étaient des complotistes, et en déformant encore une fois les propos qui pouvaient être tenus, ou en allant chercher une petite niche de ceux qui effectivement s'intéressaient à un problème secondaire par rapport au problème réel que pouvait poser un tel compteur, et donc ça faisait de facto de nous des complotistes, des gens qu'il ne fallait pas écouter, des gens en dehors de la raison, alors qu'encore une fois, on voit quelques années après que nous avions parfaitement raison, bien plus que tous les positivistes zététiciens et compagnie qui nous auraient bien expliqué effectivement que là n'était pas le problème. Bon, vous voyez bien qu'encore une fois, tout ça ne sont que des mesures politiques. Et quand on continue à croire que c'est des mesures qui sont en dehors d'une problématique politique, eh bien on s'en sort pas. Et là, on y vient. Donc maintenant, effectivement, on va avoir ces coupures d'électricité répétées. Pareil, dans un entretien d'actu, pareil en mai-juin,
qu'on avait pu faire ensemble, j'avais indiqué, comme j'ai pu l'indiquer auparavant aussi, que les formes apocalyptiques auxquelles nous nous préparions, etc., étaient un petit peu insensées et relevaient beaucoup plus de la science-fiction et de l'imaginaire nourri par Hollywood que de la réalité concrète telle qu'elle se présente déjà, et nous présenter donc ces formes apocalyptiques comme quelque chose de lointain, d'utopique, un mirage qui nous empêche en réalité de voir que nous y sommes déjà. Je m'explique. C'est-à-dire qu'on a l'impression effectivement qu'il va y avoir la fin du monde parce que rien ne se passe correctement aujourd'hui et que donc ça va être Mad Max. J'ai toujours dit que ce ne serait pas Mad Max, mais qu'il y aurait au contraire un état de précarité et d'appauvrissement tel et de destruction des infrastructures telles que nous nous retrouverons dans un pays du tiers-monde, avec notamment, je l'avais souvent signalé, des coupures d'électricité régulières, des manques d'accès à l'énergie, etc. Eh bien nous y sommes, simplement, comme on est les deux pieds dedans et qu'on attend Mad Max, ça c'est un peu comme avec le fascisme en réalité. C'est-à-dire qu'on est en plein dedans, mais comme on attend qu'il y ait des mecs avec des bottes en cuir Hugo Boss qui marchent au pas de loi, eh ben on ne le voit pas. Et comme évidemment il y a une telle omerta et on nous fait bien comprendre avec des bons grands experts sur Arte Tema que le fascisme ce n'est que ça, ah bah alors ça n'existe pas et on oublie que le fascisme est un processus historique et qui prend différentes formes sur lesquelles j'ai déjà eu là aussi l'occasion de revenir. Bon et bien là c'est la même chose, en fait on y est déjà et pour changer, parce que souvent, effectivement, je cite Hegel, Marx, etc., on citera Didier Super, je crois que je l'avais déjà fait d'ailleurs, qui avait très justement dit le pays en voie de développement est l'avenir du pays développé. Hein, je crois que c'était dans sa chanson ironique et très très second degré, Marre des pauvres, où justement il avait cette formulation il y a quelques années qui était très juste. Effectivement, le pays développé à l'heure actuelle, enfin le pays dit en voie de développement était en fait l'avenir du pays développé et nous sommes en train d'entrer dedans. C'est-à-dire que nous sommes en réalité en train de traverser la phase écolo-réactionnaire que j'ai tant décrite, c'est-à-dire avec une infrastructure néo-féodale en réalité, qui se traduit aussi par des formes politiques d'un retour à la féodalité. Et en fait c'est ça que nous propose Macron dans sa nouvelle vidéo qui se présente comme soi-disant plus démocratique. Je passe sur les coupures mobiles, les coupures internet qu'il prévoit et qui effectivement sont là aussi des objets politiques, c'est-à-dire qu'effectivement c'est un moyen de faire en sorte que nous nous organisions moins par internet, que vous puissiez moins profiter de contenus comme les vidéos que nous pouvons faire ou d'autres, d'accord, qu'il soit plus difficile de s'organiser, plus difficile d'avoir un accès à la formation, à l'information aussi, et donc tout ça vient petit à petit, d'accord, c'est un train. Alors qu'on sait par exemple que les communications mobiles, etc., d'un point de vue énergétique, sont très pauvres par rapport à des tas d'autres choses. Et encore une fois, on évince complètement, encore une fois, la problématique de classe. Hein. On ne va pas revenir sur l'histoire des jets privés, etc. Aujourd'hui, on en parle beaucoup. Nous, ça fait des années qu'on le pointait du doigt. C'est très bien, aujourd'hui, on en parle, j'ai pas à y revenir. Mais avec le pass énergétique, il va y avoir un contrôle permanent. De la même manière, là aussi, on va avoir, c'est déjà annoncé pour les entreprises qui chaufferont à plus de 19 degrés, des amendes allant de 1 500 à 3 000 euros. Évidemment, le problème ne va pas se poser pour Amazon, encore une fois. Le problème va se poser déjà, parce que quand bien même ils auraient 3 000 euros à payer. Déjà, ils ne payent pas leur impôt en France, donc ce serait merveilleux s'ils donnaient 3 000 euros d'amende. Mais surtout, encore une fois, leurs gros entrepôts, etc., et puis ils n'en auront rien à foutre que leurs ouvriers crèvent de froid. Le problème, il va se poser pour qui? Pour les petites et moyennes entreprises, comme d'habitude. Donc encore une fois, on y revient. Ce sont les mêmes qui vont trinquer. Et donc, on va mettre à feu et à sang les petites et moyennes entreprises. Vous voyez la nécessité qu'il y a ici à créer un bloc historique. Et même si au quotidien et sur le terrain, on peut comprendre et on peut entendre que parfois certains ouvriers employés ne supportent pas le jeune cadre dynamique qu'on leur fourre dans les pattes. Il faut comprendre que le jeune cadre dynamique va être de moins en moins dynamique lui aussi, parce qu'au bout d'un moment, quand il va se geler les couilles et qu'il n'aura plus l'argent dont il dispose aujourd'hui et qu'il va entrer dans un système de précarité qu'il méconnaît peut-être encore, mais qui ne saurait tarder et que j'annonce là aussi depuis plusieurs années et au moins depuis la crise Covid, et à un moment donné, il va être obligé de se rendre compte que finalement, il n'y a pas un tel écart qui se creuse entre lui et l'employé qu'il est censé diriger ou manager, hein, parce qu'il ne le dirige pas, il le manage de manière harmonieuse et dans un bel esprit d'entraide entrepreneuriale, évidemment. Mais tout ça va se répercuter et vous voyez la nécessité du coup de faire bloc historique. Quand on parle d'un bloc historique et d'intérêt de classe commun, on n'est pas en train de dire qu'on doit être ami avec tout le monde. C'est comme dans une organisation, d'accord? Être camarade, ça ne veut pas dire que vous devenez notre camarade, c'est pas pour autant que vous êtes notre meilleur ami. Si vous devenez notre meilleur ami en plus d'être notre camarade, ben c'est super, mais c'est parce qu'on vous demande en fait, d'accord? Il y a un combat commun à mener, qu'il y ait des désaccords individuels, qu'il y ait des désaccords sociaux, c'est une chose. Maintenant, mettons-les de côté pour avancer ensemble. Bon, et dans ce cadre-là, qui est le cadre réel, c'est-à-dire d'une politique fasciste et écolo-réactionnaire,
Macron intervient, là, dans son costard gris maintenant, parce que vous voyez, c'est le costard de la maturité, donc il faut le prendre au sérieux, avec la petite Légion d'honneur et le col roulé qu'il ne faut pas oublier. Bon, après ça, c'est un autre souci, mais vous voyez, il y a cette idée de c'est un nouveau mandat, on change de cap, donc Macron est aussi plus mature, etc. Et donc peut-être qu'avec la maturité, il laisse de côté la fougue de la jeunesse, ou peut-être il n'a fait qu'à sa tête pour mieux écouter le peuple. Vous voyez, le petit père des peuples est là. Bon, il nous joue la stratégie du bon et du mauvais flic, quoi, tout simplement, comme ils le font à chaque fois, qui est la grande stratégie de manipulation des masses, hein, que Gustave Le Bon avait déjà mis en lumière, Édouard Bernays aussi, Lippmann aussi, qui est toute le délire néolibéral. Encore une fois, tout ça ne relève pas de la théorie du complot. D'ailleurs, fort heureusement, là aussi, ça fait des années qu'on en parlait, et j'avais même fait un cours dessus avant, en tout cas, peut-être pas qu'elle en parle, j'en sais rien, mais qu'en tout cas elle soit mise en avant pour en parler. Mais depuis que Barbara Stiegler en parle, bon, bah, c'est communément admis. Bon, bah voilà, eh bien, si Barbara Stiegler, maître de conférence à l'université de Bordeaux, le dit, on peut désormais le dire aussi. On le faisait avant, maintenant c'est appuyé. Bon, bah voilà, le néolibéralisme est une entreprise volontaire de manipulation de masse et de manipulation de l'opinion, bien évidemment. Bon, et bien ici, on a le mauvais flic qui nous tape un peu dessus, et puis on a le bon flic qui revient et qui nous dit « on va bien vous écouter ». Et par quels moyens il procède? Par des moyens toujours aussi dégueulasses, avec un soi-disant Conseil national de la refondation, donc un nouveau CNR, d'accord? Alors, ce qui est bien, c'est que le problème, c'est que, j'ai aussi souvent cité cette phrase, Alexandre Sanguinetti qui disait le centrisme et le pétainisme de temps de paix. Eh bien, voilà, ici on a Pétain qui se prend pour Jean Moulin, alors que le problème en réalité c'est que le CNR, il n'y en a qu'un, c'est celui qui a été unifié justement par Jean Moulin, c'est-à-dire celui qui, lorsqu'on lui a demandé d'accuser des tirailleurs sénégalais pour couvrir des nazis en tant que préfet d'Eure-et-Loir, n'a pas hésité à se trancher la gorge, et celui-là même qui, torturé par Klaus Barbie, pendant que l'héritage de Macron était en train de collaborer massivement, eh bien, lui s'est fait torturer à mort sans ne rien livrer. Voilà, ça c'est le CNR, ça c'est Jean Moulin, qu'on leur fout la paix. Là, au contraire, on est dans l'inversion la plus totale. J'aime pas les recours à Orwell massifs parce qu'aujourd'hui on en entend tout le temps. Mais là, clairement, c'est-à-dire qu'en fait, on entre précisément dans la continuité de l'extrême centre pétiniste qui nous conduit au fascisme et on appelle ça CNR. Vous voyez, c'est quand même beau, quoi. On est dans l'inversion complète à longueur de temps. Et finalement, Macron dit dans ce discours-là, dans cette allocution, et c'est ça qui est malheureux, ce que la majorité des gens veulent entendre. Oh là là, les partis politiques, c'est pénible, ça nous empêche effectivement de pouvoir dialoguer, il faut faire investir la société civile. Quand Macron dit la société civile, les acteurs, etc., en réalité, il est en train de vous dire il faut intégrer McKinsey. Hein. Concrètement, c'est ça qu'il faut comprendre. D'accord ? C'est-à-dire qu'en fait, là, on est en train de vous vendre un référendum d'initiative populaire local, parce qu'il faut que ce soit local, il faut que ce soit plus proche du terrain, nous dit Macron, d'accord? Mais c'est qu'en fait, vous allez avoir un référendum d'initiative populaire maquillé et organisé par McKinsey, d'accord? Et pendant ce temps-là, on est toujours dans la même logique, que j'ai si souvent décrite, du pacte girondin signalé par Macron lui-même, et cette vidéo ne fait que réaffirmer ça. C'est-à-dire dans une logique anti-républicaine, de destruction des grands corps, de destruction de la République une et indivisible avec une reconnaissance identique de l'ensemble des territoires, pour un renforcement du pouvoir politique et économique des régions qui sont en train de devenir des euro-régions. C'est-à-dire qu'en fait, on renforce le local pour, dans le même temps, rendre plus fort aussi les instances supranationales. Et vous savez que c'est le discours de Macron, construire l'UE, construire l'Europe de la défense, c'est-à-dire qu'on est en train d'invisibiliser la France, on est en train de détruire la République française, et donc par là, les acquis sociaux qui ont constitué l'identité de la France, et dans le même temps, sous prétexte qu'on vous apporte ça sur un plateau au niveau local, eh bien, on est en train de créer une entité au niveau régional qui va s'accomplir dans le supranational qui est l'Union européenne. Et donc on est perdant sur la totalité des tableaux. Et d'ailleurs c'est très intéressant parce que Macron, sur un modèle tout à fait américain, vante la démocratie. C'est très bien la démocratie. Encore une fois, vous voyez, c'est difficile d'être contre la démocratie. Je ne vais pas vous dire, ah bah nous, on est contre la démocratie. C'est très dur. Mais c'est pas anodin, parce qu'à aucun moment, Macron ne parle de République. Or, Régis Debray a une très bonne phrase pour distinguer la démocratie de la République, parce que le grand frère, le mauvais grand frère américain, nous a tellement bourré le crâne n'importe comment qu'on a l'impression qu'aujourd'hui, démocratie et République, c'est un petit peu la même chose, et que ça n'a pas grande importance. Régis Debray dit tout simplement, la démocratie, c'est le temple et le drugstore,
et la République, c'est l'école et la mairie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la démocratie, évidemment, c'est l'idée américaine de tolérance totale dans les débats, dans les échanges, que vous alliez au temple, au drugstore, etc. C'est pas le problème. Par contre, la République, c'est une colonne vertébrale, c'est une certaine droiture, c'est se faire l'héritier de Jaurès et de Clémenceau, c'est se faire l'héritier de Gaulle, c'est se faire l'héritier d'Ambroise Croizat, d'accord? C'est quelque chose qui a une continuité logique, c'est-à-dire c'est la mairie, l'école, c'est-à-dire des corps d'État, une république, un territoire unifié, une même école, une même culture pour tous, et donc la constitution, effectivement, d'une identité nationale qui ne repose pas sur l'idée de la race ou de l'ethnie, mais bien sur une culture commune et sur des avancées sociales et techniques qui nous sont aussi communes. C'est ça la République, c'est ça qui est décisif. Alors que l'idée américaine de la démocratie, par exemple en France, en réalité, de par la République, elle n'existe pas. Sur un plan, par exemple, comme la liberté d'expression, la République n'a jamais eu de difficulté à dire qu'il y avait des limites, là où ce n'est pas le cas aux États-Unis, qui est un pays profondément libertarien. Et c'est leur choix. Moi, je respecte la souveraineté des peuples, ce n'est pas mon problème. Mais je dis simplement que ce n'est pas notre histoire. Et qu'en réalité, Macron, quand il se présente ici comme un grand démocrate, se présente finalement comme ce qu'il a toujours été, c'est-à-dire un girondin anti-républicain, et même pas un girondin, un libertarien américain, américanophile, insupportable, qui est en train de détruire la France et qui est en train de vous faire croire qu'il va répandre le bien et davantage être à notre écoute, alors que c'est exactement tout l'inverse qui est en train de se passer. Et donc effectivement, son espèce de conseil national de la refondation, d'ailleurs dans la manière dont il est annoncé, s'annonce de la même manière que les numéros verts qu'ils ont mis en application pour à peu près tout et n'importe quoi. Vous allez voir que bientôt, effectivement, on aura un numéro vert pour la démocratie. Or, il y a quelque chose qui est un petit peu qui est important ici à comprendre, c'est que la démocratie aussi, ce n'est pas le blabla. Et ça, c'est une querelle que je peux avoir d'ailleurs avec certains camarades, enfin, qu'on a pu avoir en interne d'ailleurs, même au sein de notre propre organisation. Mais c'est une querelle que j'ai eue avec beaucoup de gens, avec les élèves par exemple, quand j'enseignais au lycée, avec d'autres organisations. Et ça, vous voyez, ça c'est le délire américanophile, encore une fois. C'est-à-dire que la démocratie, encore une fois, faut-il y revenir, démoskratos, ça veut dire exercer le pouvoir. On vous a fait croire que la démocratie, c'est juste pour blablater. Mais vous voyez ce que je veux dire? Normalement, ce qu'on devrait réclamer, c'est l'exercice du pouvoir. Faire des pseudo-grands débats, quand bien même il n'y aurait pas que Macron qui parlerait, qu'est-ce qu'on en a à foutre en réalité? D'accord? Absolument rien. J'en ai rien à foutre que Vous voyez que là, on est en fait dans un truc, c'est le bon roi. En fait, il fait des cahiers de doléances. Le sire Jupiter vient à votre écoute, mais j'ai absolument pas envie qu'il m'écoute, je n'ai rien à lui dire. Par contre, je sais, et l'histoire de mon pays l'a montré, qu'on est en capacité de s'auto-organiser de telle sorte, effectivement, qu'on peut exercer le pouvoir, d'accord? Qu'on peut socialiser une partie de la production et la gérer sans Bernard Arnault ni Macron. J'en ai rien à foutre que Macron m'écoute, j'ai absolument pas envie de l'écouter, j'ai absolument pas envie de lui parler, d'accord? Donc si quand on est content parce qu'on dit « Ah, et quand même il est à notre écoute », etc., vous voyez là, le ton paternaliste, qu'est-ce qu'on en a à foutre? On devrait se passer de ça. Et je rappelle que justement, en 1946, si Denis Kessler et l'entreprise macronienne de manière générale et européiste consiste à détruire les acquis du CNR, ce n'est pas pour rien. C'est parce qu'en l'espace simplement de 6 mois, en 1946, des ouvriers qui n'avaient pas, pour beaucoup d'entre eux, même été scolarisés, etc., prennent en main la Caisse générale de sécurité sociale et la construisent de manière autogestionnaire, c'est-à-dire qu'ils en prennent la totalité des commandes et sortent de ce pouvoir-là de l'État. Et donc ils sont en capacité de s'auto-organiser très vite, et très vite ça fonctionne très bien, ça fonctionne si bien qu'ils sont encore aujourd'hui en train de la casser, alors que ça fait déjà 40 ans qu'ils y sont. D'accord? Bon, alors évidemment ça n'existe plus du tout de la manière dont ça a existé, mais ça veut dire que c'est possible, et c'est ça qui les emmerde profondément. Or là, ici on vous fait croire que plus de démocratie, c'est que vous allez pouvoir parler, on va pouvoir faire des petites réunions locales avec les voisins et puis vous allez pouvoir discuter de savoir quel est le niveau d'espacement des lampadaires dans votre commune, etc. Génial. Et là, on vous dira, vous voyez, c'est la démocratie. Vous pouvez vous exprimer, vous pouvez parler, mais à aucun moment vous n'allez exercer le pouvoir. Donc, si vous voulez exercer le pouvoir, il faut rompre absolument avec cet état de fait actuel et avec cette idée abstraite américanophile de la démocratie qui n'a aucun sens en réalité et qui est du blablatage. Ce n'est pas du débat, c'est du blablatage. Je dois insister encore sur d'autres points parce que Macron insiste dans cette vidéo sur des éléments qui sont l'école et la santé. Bon, on va parler de la santé juste après, donc je ne m'y attarde pas trop. Mais pareil, au niveau de l'école, qu'est-ce qu'il nous dit? En fait, il est dans la continuité des politiques les plus dramatiques que j'ai pu décrire à longueur de vidéo ces dernières années depuis 2017.
parce qu'il nous dit on va travailler au niveau de l'établissement. Parce que vous comprenez bien, il y a des problèmes qui se répercutent dans certains établissements, qui n'ont pas lieu dans d'autres, etc. Et tiens, au lieu justement d'essayer d'uniformiser ça et de casser justement les structures sociales étatiques qui ont été mises en place et qui conduisent justement à des inégalités, notamment sociales, des inégalités territoriales extrêmement importantes qui posent des problèmes dans les établissements. Non, on va réunir. Et ça plaît, vous voyez, c'est ça. En fait, Macron fait le colibri. D'ailleurs, il le dit à la fin, je ne sais plus ce qu'il dit exactement, il dit il faut faire sa part localement, etc. Vous voyez qu'en fait, dans Faucon Rouge, je montrais comment l'idée colibri de faire sa part était une idée profondément libérale et comment, Faucon Rouge qui est un livre que j'ai écrit en 2016, et comment est-ce que finalement ça traduisait l'idéologie dominante et le processus écolo-réactionnaire. Mais vous voyez, on y vient, on a Macron qui dit clairement il faut faire sa part, etc. Et comme les gens ont été conditionnés depuis des années à ce discours-là et qui trouvent ça très bien et que le moindre petit biocop que vous trouvez en coin de rue est en train de vous dire c'est bien, il faut faire sa part, il faut donner à la caisse, vous devez donner un petit don supplémentaire pour les enfants ukrainiens qui sont en train de mourir, etc. à longueur de temps. Vous voyez, qu'est ce dégagement libéral en même temps, c'est-à-dire qu'effectivement je file 30 centimes et puis comme ça je m'en lave les mains. Bon, vous voyez, eh bien, vous y êtes tellement préparé, on y a tellement été conditionné que finalement ça nous paraît tout à fait normal et même on a l'impression que ça répond à nos attentes. Donc en fait, ils vous font penser au travers des catégories qu'ils vous ont déjà mis en tête, c'est-à-dire qu'ils vous donnent l'impression que c'est vous-même qui avez eu cette idée. En fait, vous êtes le Pumba des Timons, quoi. Vous voyez, c'est les gars, ils vous proposent des trucs, en fait, ils vous ont déjà mis en tête depuis 15 ans et vous avez l'impression que l'idée vient de vous. Donc vous êtes super content, en fait, vous trouvez ça génial. Mais c'est profondément dramatique. Et là, avec l'école, c'est pareil, c'est-à-dire qu'en fait, c'est renforcer le pouvoir aux établissements, renforcer le pouvoir donné aux proviseurs, donc mettre encore une fois beaucoup plus en tension les professeurs, les disciplines entre elles, etc. Et on ne vous explique pas du tout les différentes réformes, bon je ne vais pas y revenir ici, mais les différentes réformes qui ont conduit à ces catastrophes-là, et le manque d'heures, le manque de moyens, etc., qui là est un problème à régler au niveau national. Et évidemment, on dit que à petite échelle, vous allez trouver les solutions et puis on débloquera des financements. Et puis comme ça ne fonctionnera pas, parce que c'est ça le dernier point aussi, mais j'y reviendrai pour la santé, comme ça ne fonctionnera pas, on dira, vous voyez, ça c'est la fonction publique, c'est le service public, ça vaut rien, donc il vaut mieux employer des bureaux de conseil comme McKinsey, il vaut mieux privatiser, et puis comme ça, eh bien, alors que vous aurez l'impression d'être dans une démarche gauchiste merveilleuse, eh bien, et que vous aurez l'impression de faire le bien, eh bien, vos enfants se retrouveront déscolarisés, sans école, ou avec des écoles privées souvent de même moindre qualité, mais beaucoup plus chères, ou à devoir accéder à des écoles que vous ne pourrez pas leur payer, ou auxquelles vous ne pourrez pas accès pour des raisons territoriales tout simplement. Donc on est clairement en train de vous la mettre à l'envers, et c'est ça qui signifie le discours d'Emmanuel Macron aujourd'hui, et si, bien sûr que si, on peut prévenir ce qui va se produire, puisque c'est la logique même du capital et du néolibéralisme depuis déjà plus de 50 ans, et c'est surtout la logique même et la continuité même du mandat précédent d'Emmanuel Macron, sur lequel il a dit qu'il ne reviendrait pas, mais qu'au contraire, elle s'inscrivait pleinement dans sa continuité. Donc voilà ce qu'il fallait entendre dans cette allocution d'Emmanuel Macron.